La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons femmes, Judith Belair. Bienvenue à toutes et à tous pour cette première de Parlons femmes qui fait suite à Destin de femmes pour prôner un féminisme différent qui allie les femmes et les hommes dans le combat pour le droit des femmes, mais aussi pour toutes les femmes, quelle que soit leur appartenance culturelle, religieuse, politique, etc. La voie vers l'universalisme du féminisme pour tous, le féminisme autrement, c'est Parlons femmes sur Sud Radio. D'ailleurs, de temps en temps, vous pourrez découvrir un homme qui s'engage sur ce plateau, toujours en compagnie d'une femme, bien entendu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour vous l'autrice et scénariste Maud Jean Ayeret. Alors Maud, après un premier roman remarqué, Donne-moi tes fils ou je meurs, vous publiez Une certaine espérance aux éditions Baribal. C'est un récit poignant qui donne la parole à ceux qui accompagnent la maladie et affrontent l'inéluctable. Un très joli livre d'ailleurs que je recommande. Bienvenue sur Sud Radio. Sud Radio, Parlons femmes, Judith Belair. Parlons vrai, c'est Parlons femmes sur Sud Radio. Maud Jean Ayeret, les questions de Parlons femmes. Quelle est votre définition du féminisme ? On attaque fort. Ouais, direct. Alors pour moi, le féminisme déjà, c'est tout sauf la guerre entre les deux sexes. Ouais. Ça serait une révolution humaniste inachevée, en fait. On est bien d'accord. Du coup, on est d'accord ? Très d'accord. L'idée, c'est de replacer chacun à sa juste place et se couper de ce mouvement-là, ce serait se couper de 50% de la population. Ouais. Donc, encore aujourd'hui, il est nécessaire et plus que nécessaire. Bien sûr. Est-ce que du coup, oui, en fait, la question vous me l'avez déjà donnée, mais je vais quand même vous poser la question. Ouais. Est-ce que les hommes, ils peuvent être féministes ? Of course. Vous avez des exemples autour de vous ? J'ai des exemples, bien sûr. À commencer par mon mari. Ouais. Je pense qu'en plus, ce mouvement, il est nécessaire pour eux, pour aussi les libérer de la masculinité toxique, de tout ce qui fait qu'on est dans des cases, et eux en plus ont pas forcément envie de ça, loin de là. Donc voilà, ça commence tout simplement avec une répartition quand on a des enfants, des tâches, mais peut-être qu'eux aussi ont envie de s'occuper de leurs enfants, de les conduire à l'école, de poser une journée quand il faut les garder quand ils sont malades. Donc c'est revoir tout ça, ça semble tellement évident, et pourtant c'est pas si évident que ça. Ouais. Donc du coup, pour vous, pourquoi est-ce que le droit des femmes avance pas assez vite ? Il avance pas assez vite parce que déjà il y a les stéréotypes continuent et on la belle vie, mais comme dans tous les combats, je pense qu'il y a aussi des peurs, que ce soit des deux côtés, côté homme et côté femme, et que parfois certaines situations peuvent arranger aussi, et encore une fois, côté homme et côté femme. Il y a certaines femmes que ça arrange aussi, effectivement, faut le dire. Franchement, c'est important. Oui, c'est important de ne pas être que du côté du grand méchant homme versus la femme qui doit défendre ses droits. Voilà, je pense que même au niveau des structures, de tout, des infrastructures, de tout ça, il y a énormément de choses encore à faire. Et puis surtout cette représentation, la femme qui vit la maternité, qui déjà est pas dans la même posture qu'un homme, ça, ces images-là, elles resteront, et c'est complexe de changer ça. De dépatouiller tout ça, c'est clair. Et qu'est-ce qui fait que ça avance quand même ? Est-ce que vous pensez par exemple que la libération de la parole, ça fait qu'on a fait un grand bond en avant ou pas ? Oui, bien sûr. Et puis vraiment, moi je connais énormément d'hommes féministes aussi, et qui juste se rendent compte de l'absurdité. Moi, ça me fait toujours rire là quand je vois la journée. La journée de la femme, le 8 mars. La journée internationale des droits de la femme. Voilà. Oui, pardon. Donc effectivement, si on regarde au niveau global et du monde, évidemment, elle a un sens extrêmement important. En revanche, quand je pense en France, je me dis la femme, c'est une nature. On fête la journée des aidants, la journée des grands-parents, tout ça qui sont des fonctions en fait dans la société. Je me dis vous trouvez que c'est un non-sens ? Alors, c'est pas un non-sens. Au niveau international, elle est essentielle, mais en vrai, En fait, ça devrait être la journée de la femme tous les jours, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça devrait être la journée de la femme tous les jours. Et des hommes aussi, et de tout le monde. Mais c'est plus que... En fait, ce qui vous dérange, c'est que ça connote, ça marque le genre, encore une fois, quoi.
C'est ça. En France, on parle, bien entendu. Je parle vraiment en France. Elle est essentielle au niveau international et c'est bien. Et heureusement qu'elle existe. Elle est essentielle certainement, compte tenu en plus des reculs qu'on voit actuellement un peu partout, y compris aux États-Unis. Exactement. Aujourd'hui, en France, c'est vrai qu'elle me, je me dis, ça a moins de sens. Ça pourrait être un peu différent. Vous auriez envie de l'appeler comment? Non, je voudrais. La journée des humains. La journée des humains, de l'humanité. Non, ce mot me fatigue un peu, même s'il est essentiel. Mais c'est plus sur soit pour des causes, soit sur des fonctions en fait, et qu'on ait 1000 journées sur la journée des aidants, la journée contre le cancer, la journée contre la différence, le handicap. Oui, mais voilà, ça ce sont des causes ou des fonctions, comme ce que je disais sur la journée des grands-parents. Parlons vrai, parlons femme. Sur Sud Radio, parlons de vous. Simone de Beauvoir nous disait « On ne naît pas femme, on le devient ». Est-ce que vous avez l'impression d'être devenue femme ou est-ce que vous l'avez toujours été? Je pense qu'il y a quand même des rites de passage. J'ai l'impression quand même... assez vite, déjà ne serait-ce que par ce désir de maternité qui d'ailleurs a fait l'objet de mon premier livre, puisque c'était un désir empêché en fait, et c'est vrai que dans ces moments-là je l'ai encore plus ressenti, mais c'était par rapport à avoir des enfants, donc c'est une partie de la pour vous c'est devenir mère pour vous qui marque le début d'une certaine féminité en tout cas pour moi. En tout cas pour moi. Alors, votre livre, Mojan Aéré, il est très 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 joli, je le rappelle pour les auditeurs. Une certaine espérance, c'est sorti aux éditions Baribal. Alors, ce qui est intéressant, c'est que votre héroïne s'appelle Espérance. Oui. Donc, c'est autant un prénom que le titre de votre roman. Alors, je fais un petit pitch pour les auditrices, les auditeurs. À travers les voix de ceux qui entourent Espérance, son héroïne, votre héroïne qui est frappée par une récidive du cancer, vous nous offrez une réflexion sur la vie, sur la mort, sur l'amour qui persiste malgré tout. Le but, c'est d'inviter à voir le bonheur autrement aussi, non? Complètement. En fait, c'est de se dire, n'attendons pas qu'il nous tombe un truc dramatique sur la figure, et ce qui nous arrivera tous à un moment de notre vie, ou nous est déjà arrivé, pour vivre pleinement. En fait, moi, je voulais vraiment... j'ai perdu plusieurs amis assez jeunes de cancer. C'était ma question d'après. Pardon, Non, mais allez-y, je vous en prie. Ne vous excusez pas. J'avais vraiment envie de leur rendre hommage parce que... Vous en avez perdu plusieurs des amis? J'en ai perdu plusieurs. J'en ai perdu 3. Des femmes? Des femmes, toutes des femmes, de récidives de cancer. D'accord, du des sein cancers différents, 2 cancers du sein en l'occurrence, sur 3. Et j'avais vraiment envie de leur rendre hommage et aussi, derrière ça, de rendre hommage aux aidants. Et en fait, aujourd'hui, il y a, je ne sais pas si vous savez le nombre d'aidants en France. Mais j'ai reçu Bruno Solo il n'y a pas très longtemps qui a participé justement à un documentaire où il se mettait à la place d'un aidant pour donner de la visibilité justement à ces gens qui sont souvent dans l'ombre et sans qui les malades ne pourraient pas avancer. Mais après, j'ai pas de nom précis. Et ben en fait, il y a plus de 11 millions d'aidants en France aujourd'hui, sur une population de 70 millions. C'est énorme. C'est énorme, et sachant que, et ça c'est ce que j'ai découvert aussi, c'est que les aidants ne sont pas seulement les médecins, les infirmières, mais ça peut être vous, ça peut être un petit garçon de 5 ans auprès de sa maman. Et tous les jours, il va l'accompagner dans son combat contre la maladie. Ça va être la meilleure amie, la famille. Et ça, c'est important. Et c'est vrai que c'est toujours ceux dans l'ombre. Moi, je voulais pas, en l'occurrence... Alors, j'avais été confrontée vraiment à la question du deuil périnatal. Et encore une fois, c'était l'objet de mon premier livre. Donc ça, je pouvais en parler. Mais là, moi, j'étais en position d'aidante, notamment avec une de ces 3 femmes-là, à venir très régulièrement m'occuper d'elle, etc. Et je ne voulais en aucun cas me mettre à la place d'une malade, mais je voulais parler de ce que je voyais comme une position un peu omnisciente. Et puis vraiment parler de tous ceux autour, quoi. Et qui doivent composer aussi, avant, pendant et après, et qui doivent se décentrer d'eux-mêmes. Parce qu'on oublie que quand on arrête d'aider, ça doit faire un grand vide aussi, effectivement. C'est un vide énorme, et généralement, quand on parle avec les gens les très très proches, c'est extrêmement difficile, parce que parfois, ils sont allés jusqu'à se projeter, bien évidemment, la mort, même si c'était toujours pour la combattre. Mais après, il y a ce moment où tout le monde est là, et puis la vie qui doit reprendre. Et là, comment on fait, en fait, face à ce vide?
Ce titre, je l'ai dit tout à l'heure, Une certaine espérance, il joue tant sur l'ambivalence du prénom de votre héroïne que sur la notion d'espoir, hein, évidemment, l'espérance. Vous voulez nous raconter aussi la manière dont on affronte l'inéluctable là-dedans? Ouais. Hein? Comment on réagit? Oui, c'est pas spoilé de dire qu'on sait que cette maladie est incurable, c'est une récidive, qu'il va pas y avoir beaucoup de temps. Et donc c'est comment faire pendant ces derniers temps. Donc c'est aussi ce moment. Enfin moi j'avais envie de rendre hommage aussi à une fonction dans la société que je trouve assez magnifique, qui est occupée par les biographes hospitaliers. Donc qui viennent recueillir aussi les histoires des malades en fin de vie, qui viennent faciliter les discussions. Et puis parfois il y a des secrets de famille. Vraiment quelque chose. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et ben vous savez qu'il y a même un DU pour reconnaître ça comme un métier, et c'est assez incroyable et c'est très peu connu. Et c'est très peu connu. Allez, on reprend dans un instant. Vous restez avec nous sur Sud Radio, c'est Parlons Femmes. On est avec l'autrice scénariste Maud-Jean Ayret et son roman Une certaine espérance. C'est sorti aux éditions Baribal, je vous le recommande. Parlons vrai, c'est Parlons Femmes. La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons Femmes, Judith Belair. Parlons Femmes sur Sud Radio, c'est l'émission du féminisme autrement. Femmes et hommes ensemble pour le droit des femmes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'autrice scénariste Maud-Jean Ayret et son roman Une certaine espérance. C'est sorti aux éditions Baribal. Alors, ce livre, vous avez adapté en fait une technique qui est de la narration chorale. Ouais. Donc en fait, pour que les auditrices et les auditeurs comprennent ce que c'est que vous donnez la parole aux proches en fait, hein, de votre personnage central qui est Espérance. Pourquoi est-ce que vous vouliez faire ça? Pour qu'on comprenne d'autant plus ce qui se passe autour, quoi. Oui, j'avais envie de me mettre dans la peau d'un petit garçon de 5 ans, d'une ado en pleine crise d'ado, d'un mari un peu paumé, plutôt très égoïste à la base, qui doit apprendre à composer autrement, à se décentrer de lui. La mère, l'ami, tout en sachant que ce ne sont pas des chapitres en jeu JE, c'est vraiment un point de vue général sur la personne, mais on les suit tous à chaque grand temps du roman. On ne voulait pas trop en dire. Hein. On n'en dira pas trop parce qu'il faut le lire. Hein. C'est Une certaine espérance aux éditions Baribal. Alors, ces sujets que vous nous racontez, c'est des sujets universels plutôt. C'est très super lapsus. La maladie, la perte, la résilience, c'est des sujets effectivement qu'on traverse tous, comme vous le dites. Pour vous, la littérature, c'est déjà un acte thérapeutique, vous l'avez dit, on va en reparler après, mais là, on se dit que cette littérature, elle a un rôle particulier aussi pour accompagner, appréhender ces épreuves. Très important. Ouais, complètement. Alors déjà, pour moi, j'ai fait l'expérience de l'écriture thérapeutique et vraiment, j'ose le dire, ça m'a sauvée. En tout cas, quand j'ai écrit Donne-moi des fils ou je meurs, qui était sorti chez Grasset, et d'ailleurs qui est en cours d'adaptation là au cinéma. Bravo. Et l'idée, je le dis surtout parce que le deuil périnatal, les fausses couches, tout ça, on en parle peu aussi. On en parle peu, c'est tabou. Et on a fait changer les lignes et ça rejoint un peu votre sujet de départ. On a même, avec tout un petit groupe d'artistes, été invités à l'Assemblée nationale à discuter pour qu'il y ait un congé de deuil périnatal. Et pour les hommes et pour les femmes, parce que même s'il y en a une qui le vit dans son corps, l'autre le vit aussi, bien sûr, dans son âme. Il y a celui ou celle qui est à côté de celle qui souffre. Et moi, je vois en fait que j'ai vraiment besoin d'écrire sur l'intime, les émotions, l'intime, mais que ça a une valeur assez catharsique, Ouais, bien sûr. Et à partager, du coup. Et du coup, c'est comme vous le dites, comme vous le disiez à l'instant, en fait, vous avez découvert que écrire, ça soigne en écrivant ce premier roman, quoi. Exactement. Ouais. Et c'est aussi pour ça que vous allez mieux et que dans votre vie, vous avez pris un nouveau chemin, on peut le dire aussi. Oui, je le sentais en fait, parce que les mots ont toujours une place très importante dans ma vie, mais j'avais pas franchi ce cap. Et à un moment, en fait, ça s'est imposé à moi. Je me suis dit, waouh, là, j'ai quand même eu 11 grossesses, j'ai 3 enfants. Il a fallu composer avec tout ça. On se rend pas compte. Alors, évidemment, le but n'est pas de faire des différenciations, mais je trouve que quand même, et ça je le dis, c'est mon opinion, c'est rare que je la donne, mais que les femmes ont quand même une force surhumaine par rapport à ce genre de choses, parce que... Ouais, alors je sais pas dans quelle mesure il y a aussi une volonté d'y arriver qui est un peu folle. Enfin, cette difficulté à accepter son impuissance. C'est ça.
oui, et même de dire, ok, je compose avec, en fait, je peux pas tout maîtriser et j'accepte pas parce qu'en plus, moi, j'ai un petit dernier vraiment en décalage avec mes 2 grands et qui arrivait quand c'était plus le sujet, en fait. C'est comme si, voilà. Et non, mais c'est assez fou de se dire que. On entend souvent des histoires comme ça de gens qui ont fait beaucoup de FIV et qui ont beaucoup essayé et qui, au moment où ils laissent tomber, boum, ça arrive, quoi. Oui, là, il y avait une explication, en tout cas, médicale, génétique, à tout ça. Mais c'est vrai que j'avais dit, ce livre, c'est mon dernier bébé et ce sera mon... Voilà. Et puis, non, mais je pense que c'est un peu plus complexe que le combat. Et je pense que dans ce combat, il y a quand même une bonne dose aussi de... presque d'inconscience ou de folie à y aller, en fait. Je sais pas si c'est de fantasme, mais ouais, de se dire, je vais y arriver, en fait, coûte que coûte. Mais coûte que coûte, ça peut être aussi au prix de la vie, quoi. Ouais. Alors, sur cette idée d'écriture thérapeutique, vous animez des ateliers d'écriture. Vous faites ça pas mal dans les centres de santé, dans certaines associations. Ouais, parce qu'il y a des médecins qui se disent aussi que justement l'écriture peut avoir une vraie place et c'est assez fou ce qui se passe dans ces centres de prévention santé. Oui, c'est comment les réactions? Parce qu'on imagine que les participants, quand ils posent leurs émotions sur le papier, ils ont des réactions différentes les uns les autres, évidemment après, mais souvent peut-être le soulagement quand même. Oui, on a de tout. Assez beau. D'ailleurs, j'aime bien aussi dans des maisons pour seniors. Je me souviendrai toujours d'une dame qui m'avait accueilli les bras comme ça, 95 ans, en me disant, chez moi, on parle pas, on n'écrit pas. J'ai dit, ouais, mais Colette, vous êtes là, en fait, donc on va essayer de faire quelque chose. On va essayer de faire quelque chose ensemble. Et elle avait écrit, 5 lignes pour chacune de ses filles, mais en leur disant, en fait, qu'elle s'excusait parce qu'elle les pourrissait de l'avoir mis dans cette maison, mais qu'en fait, elle revivait parce que, justement, elle avait des ateliers, elle avait elle croisait du monde. Et donc, elle avait signé, allez, je vous le dis, je vous l'ai jamais dit, mais je vous aime. Elle ferme sa feuille, elle me dit, par contre, je les garde. Elles les trouveront quand je serai morte. Oh là là. Et là, j'ai dit, non. Dur, on va les poster. Ouais. Et en fait, c'est vraiment... moi, je suis juste un mini-élément. Et du coup, elle l'a posté. Mais on les a postés. Les filles se sont dit, OK, on a le droit de revoir notre mère parce qu'elle pensait qu'elle était en colère. Voilà, après, c'est des tout petites choses, mais c'est pas petit, ce que vous racontez, là. Oui, mais moi, en tout cas, je fais juste... C'est la petite étincelle. Ouais, mais vous êtes le déclencheur aussi de mais c'est vrai que j'aime... cette recréation de lien, quoi. Il y a un côté... en tout cas, je vois et que dans mon œuvre littéraire, c'est vraiment aller chercher aussi tout ce qui ne se dit pas, tout ce qui est tabou, tous les secrets. Je vois par exemple mon 3e livre là que je suis en train de finaliser. C'est vraiment aussi sur le transgénérationnel, tout ce qui se... je trouve ça assez passionnant d'aller explorer toutes ces questions. Et puis n'attendons pas qu'il soit trop tard. Notamment la mère d'Espérance qui attend vraiment la toute fin. Parce qu'elle ne s'autorise pas à lui dire ce qu'elle a à lui dire. Et en fait, le silence, c'est toujours pire. Ça, c'est sûr. Votre premier roman, on l'a dit, c'est Donne-moi des fils ou je meurs. Dedans, vous parlez de maternité, de désir d'enfant, et puis de ce long combat que vous avez eu. Une certaine espérance, c'est la maladie, le deuil, et puis la résilience. Est-ce que pour une femme, ou peut-être, je sais pas si c'est une histoire de genre, cela dit, est-ce que c'est un moyen, l'écriture, quand même, de poser justement ces mots sur ces expériences intimes qui sont souvent tues, comme vous venez de le dire, et un moyen thérapeutique pour vous, mais aussi une ouverture aux gens qui vous lisent vers d'autres routes, quoi. C'est ça qui est assez extraordinaire, parce qu'une fois donc on est très seul dans notre écriture, le livre est partagé. Et puis en plus, les réseaux sociaux aident vachement, c'est-à-dire que les gens entrent en contact directement. Moi, j'avais jamais écrit un auteur, par exemple, que j'admirais, mais alors là, c'est loin de là l'admiration, mais c'est plus qu'ils me disent, voilà, moi, ça me touche vachement parce que j'ai vécu ça. Et en fait, je trouve ça assez magique, ce moment c'est vraiment c'est une communion, quoi. Et puis on se voit sans toutes nos couches d'oignons. En fait, on a accès aux gens, mais vraiment dans leur nudité, dans ce qu'ils sont proprement dit. C'est aussi la beauté des réseaux sociaux, parce qu'il y a des belles choses qui se passent sur les réseaux. Il n'y a pas que de la catastrophe. Exactement. Alors vous, Maud Ayrajean, vous êtes à la fois, vous êtes scénariste au départ, vous êtes écrivaine maintenant, mais... Non, je suis arrivée au scénario par l'écriture de romans. D'accord, ok. Ça s'est fait à l'inverse. Vous êtes découvert une nouvelle route, quoi. Je me suis découvert une nouvelle route. Je travaillais dans l'accompagnement, quand même, à la base.
je faisais fausse couche sur fausse couche, je vivais des choses très difficiles au niveau familial à côté, et j'ai tout arrêté pour faire les cours Florent, qui était un grand rêve. Et en gros, chez moi, on faisait pas trop ça, on faisait des parcours plus académiques. Donc j'ai fait ça, j'ai monté une petite boîte qui faisait des outils autour de la communication en utilisant le théâtre, tout ça pour aider les couples, les familles. Et puis ce livre, franchement, le premier, il a mis du temps à voir le jour, mais je l'avais vraiment au fond de mes tripes. Et puis en fait, c'est ça qui est beau, c'est aussi que c'est l'épreuve qui m'a permis d'être qui je voulais être vraiment. Parce qu'à 5 ans, je disais que ça s'appelle la résilience. Hein. Oui, c'est vrai. C'est ça la résilience. À 5 ans, je disais oui, j'écrirai des livres. Et on me disait ouais, très bien, tu écriras des livres quand tu auras fait tel ou tel truc d'abord. Et... Donc en fait, la résilience, c'est vraiment de prendre les choses difficiles qui nous arrivent et de les transformer en beauté, quoi. Ouais, de les transcender. Après, on n'y arrive pas toujours. Après, ça prend du temps. Après, mais d'ailleurs, c'est ce qui, dans Une certaine espérance, c'est ce que j'aime aussi, c'est montrer tous ces personnages dans leur très mauvais côté aussi. C'est qu'ils ont tous, mais comme nous tous, nos parts d'ombre. On se reconnaît là-dedans. Mais voilà, ils arrivent tous à des moments à se transcender, à être juste trouver la lumière, quelque chose d'incroyable. Ouais, exactement. Allez, on va être obligé de se quitter bientôt. Qu'est-ce que vous avez vu? Si vous aviez un petit génie comme ça, ce serait quoi votre souhait? Moi, vraiment, c'est ces partages, comme je le disais, sans toutes ces couches d'oignons. Donc, que ce soit à travers la littérature, j'espère d'ailleurs que nous, les artistes, on peut promouvoir un maximum ça, et puis continuer à œuvrer, à aider à ce que les choses soient dites, en fait. Et en fait, j'avais rencontré une réalisatrice un jour qui m'avait dit, je sais pas si on peut toujours faire du beau avec du lait. J'ai dit, en fait, moi, je crois que c'est ça que j'ai envie, c'est-à-dire que même si je traverse des choses vraiment très noires, c'est d'arriver à les transcender. Et plutôt par l'art, parce que moi c'est mon moyen, mais que voilà, on arrive tous et toutes à notre manière à toujours voir la lumière dans l'obscurité, quoi. Bravo Maud Joailleray. Bravo. Je recommande votre livre aux auditrices, aux auditeurs, absolument. C'est Une certaine espérance, c'est sorti aux éditions Barribal. Merci d'être venue par Parlons Femmes. Merci Judith. Merci. Parlons Femmes, c'est Parlons Vrai, et puis ça va dans l'autre sens aussi. Bon, on a rendez-vous demain à 19h pour cet excellent, mais on parle toujours vrai sur Sud Radio. Puis la semaine prochaine, 13h30, un nouveau Parlons Femmes. Merci à Daisy qui réalise pour vous aujourd'hui, et je vous embrasse. Bye bye. Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair, avec la Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes.